Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13 h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou alternative de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à l'investissement dans les châteaux, dans les vieilles pierres. On se demandera ce que cela implique, si on peut réellement parler d'investissement, et nous parlerons évidemment de la fiscalité associée et potentiellement des engagements associés à la fiscalité associée. Pour cela, nous aurons le plaisir d'échanger dans un instant avec Olivier Chabot, directeur général du groupe immobilier Mercure. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine, où nous reviendrons sur les discussions en cours au niveau européen en matière de réglementation des crypto-actifs. Nous nous demanderons si les discussions, ou en tout cas ce dont on peut en avoir retour aujourd'hui, prennent bien en compte tous les enjeux, à savoir la protection des utilisateurs d'un côté, mais aussi permettre à un écosystème d'émerger sans l'étouffer. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques, mais aussi Pierre Persson, député de la 6e circonscription de Paris. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui à l'investissement dans les vieilles pierres et plus particulièrement dans les châteaux. Pour cela, nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Olivier Chabot, directeur général du groupe immobilier Mercure. Bonjour Olivier Chabot. Oui, bonjour Nicolas. Alors, l'investissement immobilier est un investissement très connu des investisseurs. C'est même parfois le premier investisseur de tous les épargnants. Investir dans un château, c'est quelque chose d'un peu plus particulier, mais ça existe aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut réellement parler d'investissement quand on fait l'acquisition d'un château? C'est une question qu'on va se poser. Aujourd'hui, en tout cas, vous voyez, vous, des épargnants ou des investisseurs qui se lancent dans l'acquisition d'un ancien château, Olivier Chabot? Alors, il n'y a pas d'ancien château parce que ce serait une ruine. D'accord. Donc on parle j'espère d'un que château c'est un tout château avec simplement. un toit. Tout à fait. Je vois surtout des passionnés, D'accord. d'abord et avant tout, avant d'investir dans un château. Mais effectivement, nous avons la chance, le groupe Mercure, de vendre un château sur 3 en France depuis de nombreuses années. Donc, la clientèle est bien au rendez-vous, surtout depuis 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on appelle château? On peut peut-être commencer par là, Olivier Chabot, parce qu'un château, on imagine, on a tous une image de ce que pourrait être un château au temps des chevaliers, par exemple. Mais est-ce qu'un manoir, est-ce qu'un hôtel particulier en ville peuvent être considérés dans cette catégorie de château quand on parle d'investissement immobilier? Alors, quand on parle d'investissement, la définition de château, elle est assez large parce qu'en fonction des régions et des dénominations, pour le groupe Mercure, on est parti du principe qu'un château était ce qui était inscrit sur le cadastre au titre d'un château, même si ça avait été reconstruit, un manoir ou un bâtiment développant plus de 1000 mètres carrés. C'est la définition qu'on a dans le groupe. Alors, on L'hôtel imagine... particulier est un château en ville. Voilà. D'accord. Un hôtel particulier est un château en ville. D'accord. Donc ça rentre quand même dans la catégorisation château. Qu'est-ce que ça implique concrètement une acquisition comme celle-là? On parlera fiscalité dans un instant. On va peut-être commencer par parler prix. On est sur des niveaux de prix qui sont forcément beaucoup plus élevés que sur d'autres types d'investissements immobiliers, Olivier de Chabot? Non, il y a en France un plafond de verre en grande partie sur les châteaux. Il faut savoir qu'un château moyen en France est vendu 800 000 euros. Hein. D'accord. Donc c'est relativement faible par rapport au mètre carré parisien, mais si je devais le comparer. Mais c'est un investissement important parce que c'est un actif qui est assez peu liquide, ou en tout cas beaucoup moins liquide qu'un appartement ou une maison en centre urbain. Et c'est surtout un engagement sur le long terme, parce qu'on n'achète pas un château comme on achète un appartement ou une villa en bord de mer qui peut être vendue facilement. Et c'est un engagement personnel. Et si c'est du résidentiel, c'est aussi un engagement et un projet de vie familial. Et alors, quelles sont les raisons qui poussent les investisseurs ou les épargnants à se lancer dans une telle acquisition si, comme vous nous le dites, c'est un investissement important et d'autant plus important qu'il est peu liquide et donc forcément de long terme? Parce que vous voulez vous acheter une part d'histoire, de la grande ou de la petite histoire, vous voulez participer à la restauration du patrimoine en France, vous voulez le faire vivre, et puis vous avez quelque chose d'unique.
Aujourd'hui, vous achetez une maison, vous achetez une villa, vous achetez un chalet, vous achetez vous allez de fortes chances de retrouver ce type d'actif sensiblement identique à côté de chez vous, lorsque toute construction de cet acabit est en soi unique, d'abord par le choix de l'architecte initial, par le choix des matériaux, par rapport à son contexte et à son environnement. Donc vous avez une pépite. Olivier de Chabot, on a une pépite, on est dans une émission qui parle de gestion de son patrimoine. Et dans ce rendez-vous Patrimoine Passion, on est toujours à se poser la question de savoir si on parle d'investissement, de placement, d'objets de collection ou autre. Quand on parle de château, on parle d'immobilier. L'investissement immobilier, je le disais en introduction, est quelque chose d'assez répandu, de très répandu même. Quand on parle d'un château, est-ce qu'on peut parler de placement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se dire que l'argent qu'on a placé dans un château à un moment donné va potentiellement rapporter un peu plus, avec tous les risques que ça comporte, évidemment, on le rappelle, mais peut potentiellement rapporter un peu plus à court, moyen ou long terme? Alors, faut pas le voir comme ça, parce que c'est comme comme c'est un investissement sur le long terme, vous pouvez pas avoir d'éléments spéculatifs. D'accord. Si c'était le sous-jacent de votre question. Excepté quand vous êtes en bordure des très grandes métropoles ou en Île-de-France où effectivement il y a une pression foncière, il y a une activité économique autour de ces grands châteaux qui peuvent devenir des hôtels, des restaurants, des centres de remise en forme, j'en passe et des meilleurs. Et effectivement, là, on revient sur les fondamentaux de l'immobilier classique, la localisation, la localisation, la localisation. Si vous êtes sur des grandes propriétés ou des propriétés châteaux en province, il faut se souvenir que ce sont des ensembles qui étaient à vocation agricole dans le temps, hein, parce que c'était l'économie quand ils ont été construits au XVIIIe ou au XIXe, et que dans ce cas-là, vous avez la jouissance d'un bien avec un actif foncier ou forestier autour de ces propriétés qui leur permettent de générer des revenus et d'entretenir ces propriétés pour pouvoir en profiter en jouissance réservée. Donc en fait, on fait l'acquisition d'un lieu, le château en l'occurrence, mais d'une activité économique dépendante du château qui là, pour le coup, peut permettre de venir accompagner l'investissement, voire le rentabiliser. Mais là, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas réfléchir de cette manière-là lorsqu'on fait une acquisition. Non, parce que vous vous tromperez, c'est comme un artiste c'est comme un collectionneur qui achète un tableau pour faire une culbute. Il faut d'abord qu'il aime l'œuvre. Et on est à peu près la même chose sur un château. Et alors justement, quels sont les critères qu'il faut regarder lorsqu'on décide de se lancer dans ce type d'achat? Vous constatez que parce qu'il y a un attachement à la région et qu'il y avait un château à vendre dans la région, on va vers ce type d'acquisition, ou au contraire qu'on est sur des profils d'acheteurs qui sont à la recherche de ce type de bien spécifiquement? Et dans ce cas, quels critères est-ce qu'il faut prendre en compte selon vous, Olivier de Chabot? Alors, il faut d'abord se rappeler que c'est le châtelain qui s'adapte au château et pas l'inverse. Donc, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est un des fondamentaux. Le second, c'est quel est le projet? Est-ce que j'ai un projet résidentiel, familial? Est-ce que j'ai un projet professionnel? Et en fonction de ce projet professionnel, si c'était demain de faire de l'hôtellerie, de faire un centre de remise en forme, si c'était pour faire des chambres d'hôtes, si c'était pour faire toute autre activité, c'est la situation par rapport à la clientèle, la possibilité des moyens de communication, des moyens d'éducation, des moyens de ravitaillement, et qui fassent que cet actif ait un écosystème autour de lui. Sans ça, c'est extrêmement difficile de faire vivre ce type de propriété si vous voulez en faire une activité. Donc si je comprends bien, il y a deux types de profils, ceux qui veulent ce qu'on appelle des propriétaires occupants, et lorsqu'on parle de propriétaires bailleurs, hein, quand on parle d'immobilier classique, là pour le coup, il faut avoir une vraie fibre entrepreneuriale presque, il faut créer l'activité économique autour du château. Oui, mais ça se fait extrêmement bien. On est depuis une dizaine d'années sur des retours, des valeurs autour de la campagne, de ce qui donne du sens, de ce qui est, clean. Et ces châteaux en province permettent de se ressourcer, de retrouver ce qu'est la France, qui est un des plus beaux pays sur le plan touristique, hein, et qui permet surtout d'avoir un vrai rôle économique en province, parce que ces propriétés, quand elles sont entretenues, permettent de faire vivre les gens autour de ces propriétés, que ce soit des artisans, que si vous avez une activité hôtellerie, le personnel qu'il faut pour le faire tourner, les boulangers, et ainsi de suite.
Olivier de Chabot, un mot sur la fiscalité. On achète des vieilles pierres, je le disais en introduction, des châteaux ou alors des hôtels particuliers. Est-ce que lorsque l'on veut procéder à la rénovation de ces biens, on a une fiscalité avantageuse ? Alors, on a une fiscalité avantageuse si ce patrimoine est à l'inventaire ou classé. Donc aujourd'hui, il y a 43 000 bâtiments et essentiellement des châteaux qui sont classés en France, avec deux états, le classement et l'inscription, qui vous donnent des avantages. Alors, je n'aime pas utiliser ce terme avantage, mais qui contrebalancent des contraintes avec des aides ou des avantages fiscaux. Alors, les avantages fiscaux, on va les avoir autour de la partie impôt, surtout sur le revenu, où quand ces bâtiments sont ouverts au public, vous avez les travaux qui peuvent être initiés dans ces bâtiments qui vont en déduction de vos propres revenus. Vous allez l'avoir sur des abattements sur les droits de succession. Vous n'aurez pas de latitude sur l'IFI, mais vous aurez des négociations avec l'administration fiscale qui vous permettent d'avoir une valorisation la plus réelle possible de ce type de bien, étant donné que autour du classement, les pouvoirs publics veulent donner un rôle très actif à l'acteur privé pour la défense et la préservation du patrimoine en France. Donc la contrepartie, c'est essentiellement l'ouverture au public de ces bâtiments pendant l'année. Voilà, ce que vous appeliez peut-être les contraintes tout à l'heure, c'est qu'effectivement on achète un château, mais du coup, du fait des aides fiscales, on se doit de faire profiter ce patrimoine à l'ensemble des gens qui pourraient vouloir le visiter ou en profiter. Merci beaucoup, Olivier de Chabot, d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine pour nous détailler ce que veut dire investir dans un château. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe immobilier Mercure. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous allons à présent nous concentrer sur les discussions en cours au niveau européen en matière de réglementation des crypto-monnaies. On va tenter de comprendre si les réglementations ont bien intégré tous les enjeux, à savoir d'un côté l'émergence d'un écosystème crypto-actif au niveau européen et de l'autre côté la protection effectivement des utilisateurs et trouver le bon équilibre. Est-ce que le bon équilibre a été trouvé pour éviter d'étouffer justement un écosystème qui émerge? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour. Donc vous suivez ces sujets de très près et vous émettez même des recommandations au niveau européen pour justement ce qui devrait être pris ou non en compte dans la réglementation. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Pierre Persson, député de la 6e circonscription de Paris. Bonjour Pierre Persson. Bonjour. Des discussions que vous suivez de près et vous êtes même très actif sur Twitter sur le sujet pour défendre justement cet écosystème. On va commencer peut-être avec vous, Faustine Fleuret. Les discussions, on les suit depuis un petit bout de temps, que ce soit la réglementation MiCA ou alors également la Transfer of Fund Regulation, deux réglementations qui ont fait peur, si je puis dire un petit peu, ou en tout cas deux discussions, puisque rien n'est acté pour le moment, mais deux discussions qui ont fait peur finalement à l'écosystème crypto en France en tout cas. La première qui visait à interdire potentiellement, purement et simplement tout crypto-actif en lien avec une proof of work, dont potentiellement Bitcoin. Finalement, ceci a été rejeté, mais les discussions sont sur la table et on a même vu d'ailleurs des documents fuités récemment montrant que c'était des discussions qui étaient clairement sur la table, l'interdiction pure et simple de la proof of work. Et dans un second temps, on a eu des discussions, et là pour le coup un vote au sein d'une commission, on va voir ce que ça va donner au niveau du vote final, sur une interdiction d'anonymat finalement lors de transfert de fonds en crypto-actifs. Quand vous suivez ces discussions, ces rebondissements, alors que vous défendez le développement des actifs numériques, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que, selon vous, on est sur les bons sujets, les bons combats aujourd'hui au niveau européen? Alors, effectivement, pour le développement d'un écosystème sain, sûr et de confiance pour les utilisateurs
actuel et futur de cryptoactifs, il est nécessaire d'avoir une réglementation. Ça va permettre d'harmoniser les règles entre les acteurs, donc de restaurer des conditions de concurrence équitables. D'accord. Surtout à un moment où, comme en France, il y a des régimes nationaux, mais que tout cela n'est justement pas uniformisé. Régimes nationaux, d'ailleurs, je précise, qui sont pour les acteurs nationaux, mais ce qui n'empêche pas des utilisateurs français de faire appel à des plateformes extérieures qui ne sont pas basées en France. Oui. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, mon premier message, c'était on a besoin d'une réglementation pour le développement de l'écosystème. Ensuite, c'est l'équilibre dans cette réglementation entre ce qui va relever effectivement des objectifs, protection d'investisseurs, stabilité des marchés, et comment est-ce que ça va néanmoins permettre à l'innovation en France et en Europe de se développer. Et c'est là où pour nous le curseur n'est pas forcément bien positionné. D'accord. Où il peut y avoir, et c'est certainement ce qui a conduit à ces réactions ces dernières semaines de l'écosystème, des règles qui vont peut-être trop loin du point de vue de la protection sans pour autant être efficaces. Ou adaptées en se fondant sur les opportunités technologiques des cryptoactifs et qui du coup font craindre qu'en fait on annule le développement de l'écosystème face à une compétition que l'on connaît déjà très forte au niveau des États-Unis et de l'Asie. Pierre Persson, même question avant de rentrer un petit peu dans le détail des deux grandes critiques qui sont faites aux cryptoactifs. Mais alors, quand vous voyez les discussions aujourd'hui, selon vous, le curseur est au bon endroit? Même question qu'à Faustine Fleuret. Oui, parce que le vrai sujet, il n'est pas est-ce qu'on a besoin de régulation ou pas de régulation. Je pense que tout le monde et tout acteur censé défend une régulation. Parce que la régulation, elle permet la démocratisation et on a besoin de régulation pour protéger l'investisseur, pour avoir des règles équitables. Donc on ne revient pas sur le besoin de réglementation. La vraie question, c'est là où vous mettez le curseur, entre trop de régulation et pas de régulation du tout. Aujourd'hui, on est sur un trop-plein de régulation envisagé par le législateur européen, avec des règles qui dépassent même les obligations aujourd'hui qui s'appliquent au secteur bancaire. Bien sûr. C'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'il y a une présomption quasiment de culpabilité de l'utilisateur de crypto, tant parce qu'il financerait le terrorisme, qu'il blanchirait de l'argent. Et donc, c'est ça que nous dénonçons aussi. La position du législateur français, elle a été claire depuis le début. Nous, on est favorable à l'innovation. On veut prendre aussi le sujet d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire regarder en fait quoi il contribue, comment ça fonctionne et comment on le régule. Mais l'objectif, c'est pas de le surréguler pour tuer la technologie, mais c'est bien permettre en fait d'en accroître les usages pour favoriser les boîtes qui demain seront les GAFA de cette technologie. Mais alors, justement sur ce sujet blanchiment d'argent, sur ce sujet financement du terrorisme, pour ne parler que de cette première critique, donc de tout ce qui serait activité illégale via des cryptoactifs, Faustine Fleuret, est-ce que cette utilisation qui a été réelle dans un premier temps n'a pas nourri des fantasmes? Et est-ce que le Bitcoin aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un risque évidemment, mais il y a un risque aussi effectivement sur des, j'ai envie de dire en finance traditionnelle également, est-ce que on est juste sur un défaut d'image ou est-ce qu'on est quand même sur une nécessité d'encadrer les cryptoactifs pour permettre que ça n'arrive plus? Alors, le risque de blanchiment financement du terrorisme existe sur les cryptos comme il existe sur les fonds traditionnels. Néanmoins, ce qu'on voit, la tendance depuis des années, c'est que quand même ce risque décroît. Il y a des études qui, année après année, montrent et attestent qu'aujourd'hui, sur toutes les transactions en cryptoactifs, c'est 0,15% que représentent les transactions illicites. D'accord. Donc on est vraiment sur une tendance décroissante, mais qui s'explique assez facilement. D'une part, les technologies blockchain ne sont pas des outils propices. C'est des registres qui sont transparents, qui sont publics, les transactions sont traçables et en permanence disponibles. Aussi, on a vu du coup des régimes nationaux de réglementation émerger depuis ces dernières années. Et donc, ça a conduit déjà des acteurs à se doter de dispositifs, et notamment en France, qui vont permettre cette lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et enfin, on a des outils grâce justement aux technologies blockchain qui permettent en fait une lutte beaucoup plus efficace qui peut exister sur les transferts de fonds classiques. Je pense aux outils d'analyse transactionnelle et c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir dire que le risque de blanchiment et de financement du terrorisme par les cryptos est totalement maîtrisé. Donc si je comprends bien, c'est plus un sujet aujourd'hui, Faustine Fleuret, l'activité illégale en cryptoactifs. Alors, quand il s'agit de réglementer un secteur. Comme je disais, il y a 0,15% des transactions. Donc ça reste un sujet, oui, c'est ça. Donc ça reste un petit sujet, mais qui a été notamment résolu parce qu'on a des régimes, et notamment en France, qui ont été mis en place. Le tout, c'est qu'on a ces régimes existants. Aller au-delà, s'il est déjà efficace, pourquoi? Et surtout, pourquoi ne pas utiliser ces outils et les opportunités des technologies blockchain pour que ce cadre, cette réglementation, soit réellement efficiente. Parce que si on fait juste copier-coller ce qui existe, en fait, on n'est pas sur quelque chose d'efficace, finalement.
On a ce registre ouvert, transparent. Servons-nous-en pour construire des règles qui sont adaptées et en fait avec lesquelles les acteurs peuvent être en conformité aussi. Alors, juste pour bien comprendre, Faustine Fleuret, on a donc du coup cette technologie qui pourrait permettre. Alors finalement, parce qu'on n'est pas sur parce que ça rejoint la question de l'anonymat. Là, on est sur effectivement, c'est ouvert, c'est transparent, mais c'est sous pseudonyme. Donc en fait, on peut suivre les transactions, mais on ne sait pas forcément effectivement qui a réalisé toutes les transactions. Mais au moins, on peut les suivre. Donc pour le sujet du blanchiment d'argent, ça peut être un outil supplémentaire. Pourquoi est-ce que ce sujet du blanchiment d'argent est un argument anti-Bitcoin au niveau des discussions européennes alors à la base, vraiment, c'est le risque qui a le plus inquiété lorsque les cryptoactifs ont émergé, ce risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Il y a eu cette première affaire Silk Road qui, en fait, malheureusement, a ancré dans l'imaginaire que les cryptoactifs étaient un véhicule privilégié de blanchiment, de financement du terrorisme. Ensuite, c'est vrai que dans les débats, notamment au niveau français, ce que pouvait dire en face le secteur bancaire et financier traditionnel, qui, toujours aujourd'hui, ne souhaite pas ouvrir de compte à ces acteurs-là, ne souhaite pas aller sur ce nouveau marché, c'était qu'ils ne comprenaient pas et ne pouvaient pas donc maîtriser le risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Donc c'est malheureusement des débats qui durent, même si, comme je l'expliquais, la tendance et les risques sont plutôt sur une pente décroissante, avec des outils de plus en plus sophistiqués fondés sur les blockchains pour s'en prémunir. Pierre Persson, on parlait de pseudonymat. Alors il y a effectivement ce sujet, donc la Transfer of Fund Regulation, qui veut du coup supprimer purement et simplement l'anonymat sur toute transaction en cryptoactifs, et ce dès 1 euro. Est-ce que là, vous connaissez le sujet mieux que moi, est-ce qu'on est sur une bonne décision ou au contraire ça vient à l'encontre même de l'existence et de la raison d'être des cryptoactifs tels qu'ils existent aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise décision. Ce qui est certain, c'est qu'on va au-delà en fait, des recommandations même internationales. Une instance qui s'appelle le GAFI qui fait une trentaine de recommandations pour travailler sur notamment la question du blanchiment et du financement du terrorisme et qui s'impose en fait à l'ensemble des États à travers le monde qui sont membres de cette organisation. Donc c'est un cadre global. Et l'Union européenne, en application de ces recommandations, va bien au-delà dans le texte Transfer of Fund. Au-delà de ça, Transfer of Fund, c'est la mécompréhension de comment marche cette technologie. Pourquoi ? Parce que s'il est entendable qu'on puisse, d'un point de vue juridictionnel, en fait, tracer les transactions, l'automaticité en fait, de la levée du pseudonymat sur ce qu'on appelle les unhosted wallets, c'est-à-dire les wallets qui vous appartiennent et qui ne sont pas hébergés dans un acteur centralisé, induit qu'en fait, l'État qui aurait ces données de manière centralisée, donc soumis à un risque de piratage, aurait toute connaissance des transactions, mais aussi de l'intégralité de votre bilan et de la comptabilité du compte. Et donc on voit bien que c'est totalement intentatoire aux libertés. C'est qu'au-delà de la volonté en fait, de tracer la question des transactions et de pouvoir lever le pseudonymat, comme on peut le faire par exemple sur Internet derrière une adresse IP, l'application de ces règles d'un point de vue bête et méchant, sans comprendre en fait la technologie, induit une vraie rupture dans des principes qui sont même des valeurs essentielles au sein de l'Union européenne. Donc moi ce que je dis c'est voyons aujourd'hui ce que peut faire la technologie et n'essayons pas de transposer des règles qui s'appliquent aujourd'hui aux acteurs bancaires et financiers. Essayons de voir plutôt comment avec cette nouvelle technologie, comme le disait très justement Faustine, qui permet plus de transparence, avec de nouveaux outils, on permet de créer un cadre qui soit un cadre très clair, qui protège à la fois les États, de la stabilité, qui protège les investisseurs et aussi consommateurs, mais ne transposons pas d'un point de vue stérile, en fait, les règles à date. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour que cette réglementation, où est-ce qu'il faudrait placer le curseur pour que cette réglementation permette à un écosystème de se développer plutôt que de l'étouffer ? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de réponse sans mettre en fait tout le monde autour d'une table. C'est-à-dire que le politique, et je le vois bien dans mes collègues, qui soient au niveau européen, au niveau national, soient plus éduqués sur la question, comprennent bien les enjeux de cette technologie, et puis les acteurs offrent aussi, de l'autre côté, des solutions. Si on y a la rencontre des deux, c'est-à-dire les solutions qui sont offertes par les acteurs d'un point de vue technologique pour permettre de bien comprendre et contrôler les différents flux, et les politiques de l'autre côté qui laissent de côté les poncifs habituels sur le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent, là on arrivera en fait à la mise en œuvre d'un nouveau référentiel. Moi je plaide pour un nouveau référentiel, non pas pour qu'il n'y ait pas de règles, mais pour que ce soit des règles qui soient ad hoc par rapport à cette technologie. Et peut-être plus de pédagogie du coup vis-à-vis de ceux qui prennent les décisions
formation aussi pour comprendre réellement ce que c'est que cette technologie. Vous savez, très souvent, ce que disent les politiques, c'est si c'est du paiement, alors ça doit être régulé comme du paiement. Pardon, mais entre une voiture et un vélo, on ne régule pas les choses de la même façon. Et ben, c'est un peu la même chose sur cette technologie. Donc on doit bien entendu converger pour réguler la technologie par ce qu'elle permet de faire, mais on doit aussi prendre en compte finalement le sous-jacent et quels sont les usages de demain offerts par cette techno. Faustine Fleuret, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cet écosystème puisse se développer? En fait, déjà, je pense que les hypothèses de base, de départ, ne sont pas les bonnes. D'abord, tous les cas d'usage crypto ne sont pas financiers, donc on ne peut pas réglementer toutes les activités crypto sous des réglementations qui se veulent, entre guillemets, financières, comme MiCA et TFR. Ensuite, une autre hypothèse qui est quand même faite dans la réglementation, c'est que l'innovation va être bâtie plutôt par les acteurs déjà établis du système bancaire et financier et qu'on ne fait pas le pari qui pourtant est gagnant des nouveaux acteurs. Et c'est pour ça qu'on manque de proportionnalité dans les règles et qu'on le voit bien aujourd'hui. Qui c'est qui construit les marchés de cryptoactifs ? C'est d'abord les nouveaux entrants, donc plutôt des jeunes entreprises qui sont en train de se structurer. Donc il faut aussi qu'on ait en tête cela quand on pense à cette réglementation et à rendre cette industrie compétitive. Et enfin, comme le disait monsieur le député, le fonctionnement des cryptoactifs n'est pas le même que ce qu'on peut connaître, les actifs financiers ou les monnaies. Et il y a des opportunités à ce fonctionnement qui doivent nous amener, même si la première approche qui est compréhensible, c'est de regarder ce qui existe en termes de réglementation aujourd'hui, doit nous amener à adapter ce cadre pour le rendre d'autant plus efficace pour justement ces marchés très particuliers. Une dernière question, Pierre Persson, pour conclure. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet des cryptoactifs durant sa campagne présidentielle et il a notamment évoqué le Web3. Alors on englobe plus que les cryptoactifs, mais c'est sur la même technologie, expliquant que c'était une opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer. Est-ce que, alors que l'Union européenne est sous présidence française, ça peut influer les réglementations? Le fait d'ailleurs que la France était le premier pays à avoir un statut de PSAN et à réguler déjà, à offrir une réglementation? Oui, la France a été précurseur en la matière et la France a une vision plutôt ouverte des choses. Est conscient des enjeux. Elle sait que de toute façon la croissance de l'Union européenne se fera sur l'innovation et qu'on ne peut pas laisser en fait l'innovation comme on l'a fait simplement dans les mains des Américains. Donc la France va continuer à porter cette vision et très certainement que dans les discussions qui auront lieu entre la Commission, le Conseil et le Parlement, la France aura une position plutôt ouverte sur la question, notamment parce que Emmanuel Macron a plaidé en ce sens. Merci beaucoup Pierre Persson. Je rappelle que vous êtes député de la 6e circonscription de Paris. Merci également Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Vous l'aurez remarqué, on n'a pas parlé du sujet de l'autre critère qui est le critère d'attaque qui est celui qui dirait que le Bitcoin est anti-écologique. On a fait pas mal d'émissions sur le sujet. Je vous invite donc à vous y référer si vous souhaitez avoir les réponses de la communauté crypto sur le sujet. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver en replay ou surtout sur toutes les plateformes de podcast. À demain.